Madame, Monsieur, bonjour. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver chaque dimanche matin à partir de 11 h pour votre émission Débat de presse. Vous le savez, Débat de presse, c'est l'émission qui permet d'analyser, de décrypter et de commenter l'actualité nationale et internationale. Pour ce matin, 5 sujets sont au menu. Donc, c'est la conséquence, bien sûr, d'une actualité assez fournie cette semaine. Nous parlerons du salaire des présidents d'institutions, des ministres et donc des hautes personnalités de l'État avec l'abrogation du décret d'avril 2022 portant sur les rémunérations de ces personnalités. Deuxième sujet au menu ce matin, il s'agit de la sécurité avec la réorganisation de l'armée, avec la création cette semaine de nouvelles régions militaires et de 6 brigades d'intervention rapide. L'actualité a été aussi marquée par des manifestations pour le départ de la France et le sujet nous intéresse ce matin. Quatrième sujet, la déclaration de politique générale du Premier ministre, Maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela. Et enfin, nous dirons un mot sur la Coupe du Monde Qatar 2022 qui débute dans quelques heures sur les antennes même de la RTB. Alors pour analyser ces différents sujets, je suis en compagnie de 3 confrères. Il s'agit de Albert Nagrengo, directeur de Libre Info. Bonjour. Bonjour Sayon. Nous avons également avec nous Dabadi Zumbara, rédacteur en chef du journal Le Pays. Bonjour. Bonjour Sayon. Nous nous attendons peut-être d'un moment à l'autre Aimé Kambiré, journaliste aux éditions Sidouaya. Alors, le Conseil des ministres du mercredi dernier a décidé d'abroger le décret d'avril 2022 qui augmentait le salaire des ministres. L'exécutif a décidé de revenir donc au décret de 2008. Le président du FASO, lui, a décidé de garder son salaire de capitaine. Alors, c'est une actualité que vous avez suivie, Albert. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? On dirait que c'est une bonne initiative parce que ça fait partie également des symboles de la gouvernance, de la bonne gouvernance, on pourrait dire ainsi. À l'époque, un décret qui a été adopté il n'y a pas très longtemps, parce que c'est juste quelques mois. On a vu comment ça avait fait un tollé et le secrétaire général du gouvernement s'est empressé d'ailleurs de passer à la télévision nationale pour pouvoir expliquer des explications qui n'étaient pas du tout convaincantes d'ailleurs. Mais bon, ils ont continué malgré les critiques de part et d'autre. Et ils sont arrivés à une situation où les gens disaient qu'on ne peut pas faire solidarité bloc derrière des gens qui augmentent leur salaire et qui espèrent compter sur les populations pour faire de la solidarité et lutter contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un symbole, c'est quand même parlant, significatif que ça vient du gouvernement. Ensuite, quand on regarde encore la décision du président de la transition de ne pas toucher le salaire que de son salaire de capitaine, là aussi c'est une manière de témoigner sa compassion encore à ce peuple déjà qui souffre, mais aussi d'attirer davantage de confiance, de sympathie, parce que depuis l'annonce de cette mesure, de cette décision, vous avez vu dans l'opinion ceux qui ont applaudi cette initiative du président de la transition. Et je pense que... Alors beaucoup disent que c'est une mesure qui va contribuer donc à rétablir la confiance entre gouvernants et gouvernés. Naturellement, son choix de garder son salaire de capitaine le rapproche davantage des réalités des populations également et aussi de la bonne gouvernance, de la réduction du train de vie de l'État. Donc, à partir de ça, je pense que toute mesure ou tout appel dans le sens de l'unité, la solidarité peut être bien attendu ou bien être bien accueilli au niveau de l'opinion. Et 48 heures ou 72 heures qui ont suivi, j'ai vu également un communiqué qui demande aux bonnes volontés de contribuer, de souscrire pour aider les populations en situation de détresse humanitaire et l'effort de guerre également. Et on a vu qu'il n'y a pas eu forcément une critique contraire. Des gens ont certainement apprécié et même loué l'initiative. Donc je pense que ça participe aussi de l'acte du Conseil des ministres où le président a dit que non, il renonce au salaire du chef de l'État. Maintenant, pour les ministres, 50% concédés pour le mois de novembre pour participer à l'effort de guerre également, mais on ne nous dit pas... Pour la Caisse nationale de solidarité au profit des personnes en difficulté,
notamment les personnes déplacées internes. Oui, effectivement. Mais il faut aussi voir à côté de ça les difficultés que le pays traverse aujourd'hui. Parce que si on voit, c'est un pays qui est financièrement mal en point. Je me rappelle qu'il y a à peine 2 ou 3 semaines, le pays a lancé un emprunt obligatoire de 100 milliards de francs CFA. Ça démontre à quel point également les caisses aussi sont vides. Peut-être aujourd'hui, avec tout ça, c'est pour répondre aux urgences humanitaires, en espérant sur la contribution des bonnes personnes, de bonnes volontés, pour pouvoir résoudre ce problème. D'accord. Alors, Dabadi, votre avis sur la question? Alors oui, pour moi, il faut dire effectivement que c'est un acte assez fort en termes de symbole, parce que dans un contexte où le Burkina, aujourd'hui, comme vous le savez très bien, n'a de référence que le dit argent, et que quelqu'un renonce à son salaire de chef de l'État, ben, ça peut paraître ahurissant. Beaucoup se demandent est-ce que ce monsieur-là, réellement, ce qu'il dit est vrai. On veut vraiment savoir. Donc, je pense que c'est un acte assez fort parce que le capitaine Ibrahim Traoré est le 2e chef de l'État à renoncer à son salaire. Hein. Et je pense que en le faisant, c'est un message fort qu'il envoie à l'ensemble des Burkinabés. Comme lui-même, il a dit, il est indécent, voire révoltant, que certains vivent dans un luxe insultant pendant que d'autres vivent dans la misère. Nous sommes tous des Burkinabés. Et donc, je pense que ce message-là est assez fort. Et je pense qu'il joint là l'acte à la parole. Et je pense qu'il fait preuve de cohérence par rapport à ce qu'il a dit. Je pense qu'au-delà, c'est-à-dire au-delà du fait que cet acte contribue à réduire le train de vie de l'État, le capitaine cherche à réunir les conditions d'une adhésion massive à l'action gouvernementale. Et on a pu effectivement le constater, au-delà de tout ce qui est dit comme appréciation, on a vu que ça a boosté le recrutement au niveau des VDP. Beaucoup sortent et disent, ben, vraiment, véritablement, ce monsieur, il nous a convaincus, parce qu'on avait jusque-là l'image des officiers de l'armée comme étant des gens qui ne cherchent que l'argent. Aujourd'hui, vous avez un officier qui décide de renoncer au salaire du chef de l'État, qui est quand même, quoi que l'on dise, une somme importante. Parce que même au-delà de l'abrogation, il faut dire que quand même, le chef de l'État n'a pas moins de 2 millions. Voilà, Damiba en avait plus. Et donc, renoncer à ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en le faisant, il réhabilite d'une certaine manière aussi l'image de ses officiers. Et je pense que cela devrait quand même contribuer à pousser l'armée à jouer à fond son rôle régalien, celui de la défense de l'intégrité du territoire du pays. D'accord. Alors, il y a toujours des critiques dans toutes les situations. Il y a certaines personnes qui disent que le décret de 2008, par exemple, Cambiré, permettait aux ministres de venir négocier directement leur salaire. Beaucoup craignent donc que l'on retombe dans ces travers. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, je pense que voilà, un ministre qui quitte le gouvernement bénéficie toujours, garde les mêmes avantages pendant 6 mois. Oui, c'est des critiques formulées, mais il faut dire qu'en attendant, je pense que le Premier ministre l'avait promis, de revoir à la baisse donc les salaires, c'est ce qui a été fait. Je pense que il ne faut pas tout demander voilà, à ce gouvernement-là. Je pense que c'est des gestes symboliques, c'est des gestes forts. Ils veulent dire qu'ils ne sont pas là que pour des avantages, ils ont des objectifs. Et le défi à relever est si coriace qu'ils veulent montrer l'exemplarité. Je pense que aussi dans les valeurs adoptées par le MPSR, il y avait la question quand même de l'exemplarité. Il faut que celui qui est devant puisse donner l'exemple. C'est vrai, tout n'est pas parfait, mais déjà, il y a de bons signes, il y a déjà la bonne volonté que donc cette équipe-là veut vraiment combattre le terrorisme, refonder l'État et assurer le bien-être au Burkinabé. Voilà, c'est des serviteurs de l'État au plus haut niveau et il faut donner l'exemple, donc tout est à saluer. Le fait aussi pour le président quand même de renoncer à ses avantages, je pense que c'est un acte fort. Si vous voulez demander le sacrifice au peuple, il faut vous-même donner l'exemple et je pense que c'est ce qu'il a fait. D'accord. Oui, Dabadi. C'était juste pour ajouter qu'effectivement, en la matière, il faut quand même dire que le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a été assez clair. Il n'y a pas de contrat pour ce qui concerne ces membres du gouvernement. Donc, c'est vrai qu'on a effectivement abrogé
l'acte de 2022 et qu'on repart à l'acte de 2008, mais cela ne signifie pas qu'on permettra aux gens de faire des contrats. Ce n'est pas possible, c'est ce qui a été expliqué. Donc je pense que là-dessus, les gens peuvent être quand même plus ou moins rassurés. Bon, c'est vrai. Je pense qu'ici, il faut surtout souhaiter que le sacrifice du capitaine et l'ensemble du gouvernement ne soient pas vains. Et pour cela, il faut que les Burkinabés emboîtent le pas à ces gouvernants. Parce que comme vous le savez très bien, en fait, il s'agit ici de renforcer la crédibilité du gouvernement. Et comme vous le savez, tout gouvernement qui perd la crédibilité, sa crédibilité ne peut plus réussir une action. Et donc je pense que si depuis les choses piétinaient, si la gouvernance de Damiba a été vivement critiquée par les Burkinabés, c'est parce que le gouvernement faisait le contraire de ce qu'il disait. Donc ici, ils ont promis effectivement de gouverner par l'exemplarité. Et il faut souhaiter que les actions puissent s'inscrire dans la durée et que l'ensemble des Burkinabés fassent corps avec effectivement ce gouvernement pour aller dans ce sens. Parce qu'il n'y a que l'exemplarité qui peut permettre aux gens de regagner confiance et même d'avoir de l'espoir. Parce que les gens, il faut le dire, avaient pratiquement perdu de l'espoir. Lorsqu'on a entendu que des gens qui sont venus pour nous apporter une solution et qui viennent, ils augmentent les salaires, mais c'était le pompon. Donc aujourd'hui, je pense quand même qu'en remettant tout cela en cause, ça permet aux gens d'avoir effectivement de savoir que ceux qui sont là ont quand même quelque chose à proposer autre que ce que les autres faisaient. Parce qu'en Afrique, on le sait, généralement quand un chef d'État arrive, c'est quoi? C'est de chercher à s'enrichir au maximum et de faire profiter au maximum son entourage. Donc ici, le message est fort pour dire toutes ces pratiques-là, c'est fini, on ne peut plus le faire. Voilà, mais maintenant, il faut que le peuple soit toujours vigilant et pour non seulement accompagner les autorités, mais aussi être vigilant, comme on le dit, parce que vous savez, entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe souvent au milieu ou en bas, il y a toujours un fossé. Et donc, il faut surveiller et pour que, bon, finalement, ceux qui ne vont pas suivre, qu'on puisse les ramener sur le droit chemin. Je pense qu'au-delà de toutes ces mesures, il faut certainement prendre des textes aussi, et certainement que ça va venir. Certainement que dans la déclaration de politique générale, on en viendra, mais c'est sûr qu'il faut accompagner tout cela de textes pour que finalement, on puisse avoir vraiment des résultats escomptés. D'accord. Alors en tout cas, montrer l'esprit de sacrifice qui doit donc habiter chacun des Burkinabés dans la situation actuelle du pays. Donc c'est le président donc, de la transition qui a justifié. Sur le plateau, on n'a pas dit que nos ministres touchent des sommes faramineuses. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Même les 2 millions, ce n'est rien. Mais compte tenu des ressources de l'État et surtout compte tenu du contexte, il y a lieu de donner donc l'exemple. Il y a lieu de se sacrifier. Je pense que si tout revient à la norme, oui, les ministres peuvent se permettre 2 millions, pourquoi pas plus. Et donc, les autres agents de l'État peuvent bénéficier donc des avantages aussi salariaux et même tous les prestataires de l'État. Quand tout change, tout le monde doit bénéficier. Et donc, nous sommes dans une situation de crise où on demande à chacun donc, de mettre de côté ses avantages. De plus, Nagrengo, sinon, on va avancer dans le débat. En tout cas, au cours de la semaine, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé donc à une réorganisation de l'armée en créant 3 nouvelles régions militaires portant à 6 le nombre de régions militaires. Le président de la transition a aussi créé une nouvelle région aérienne portant à 2 donc le nombre de régions militaires aériennes. Il a également mis en place 6 bataillons d'intervention rapide. Alors, Nagrengo, comment analysez-vous cette réorganisation de l'armée burkinabé par le chef suprême des armées? A priori, c'est une bonne chose. On parlerait même de restructuration. C'est une bonne chose parce que je crois que depuis longtemps, des chercheurs, des experts en la matière sécurité également avaient souhaité qu'on revoie le découpage militaire compte tenu de la situation du pays, le contexte, et rapprocher davantage les garnisons des zones de conflit, des zones rouges. Malheureusement, ça n'avait pas été entendu depuis le temps du président Roch Kaboré. Avec l'ancien président de la transition, Paul-Henri Damiba, on avait commencé à avoir quand même une volonté de changer en créant le COTN, en délocalisant également certains corps, notamment on voit d'autres à Boromo, d'autres vers Zorgo, ainsi de suite.
Cette fois-ci, je crois que le capitaine Ibrahim Traoré allait très vite et il allait encore plus fort d'ailleurs en annonçant 3 nouvelles régions militaires et puis des groupements de forces de sécurité également créés, des bataillons aussi créés. Et je crois que la question des bataillons à l'époque avait été posée. Il faut quitter les détachements pour aller vers des bataillons parce que les bataillons sont beaucoup plus robustes, costauds, ils disposent du matériel nécessaire pour aller à l'offensive, contrairement à un détachement militaire qui est dans une position attentiste où parfois l'ennemi vient à un homme surélevé et puis essaie de causer des dégâts énormes. Donc je crois que si ces bataillons arrivent à fonctionner normalement comme il se doit, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas évoluer quand même dans la lutte contre le terrorisme, accompagné à ce recrutement massif des VDP communaux et puis des VDP également nationaux. On a vu que au soir du bilan ou pour les premières tendances qu'on a, le résultat il n'est pas quand même mauvais. Les inscrits, on peut le dire ainsi, dans beaucoup de localités, il y a eu un engouement quand même très important, contrairement aussi à certaines localités. Donc, je pense que c'est des mesures qui sont très bien. Et j'ai même eu l'impression que certaines choses étaient déjà en cours, hein, parce que quand on suit l'actualité, c'est comme si pour d'autres mesures, ça a été juste question de formaliser et puis bon, voilà. Par contre, là où le hic peut se poser, c'est le commandement. On entend dans l'opinion aujourd'hui beaucoup qui disent que ces officiers supérieurs et généraux ont fait quoi depuis longtemps, il faut les mettre au carreau et puis continuer, il faut expérimenter avec les jeunes officiers. Certes, mais je pense qu'on doit également faire très attention pour ne pas aussi créer des frustrations à côté des innovations que nous sommes en train de faire. Parce que dans la tradition, on va dire peut-être militaire, généralement quand vous voyez des bataillons, c'est quand même des officiers supérieurs qui les commandent. Mais ici, on a vu, c'est des promotions de jeunes capitaines. C'est pas mauvais s'ils arrivent à tenir, à avoir l'audace, voilà. Mais je me pose bien la question, comment un lieutenant-colonel ou un commandant va se retrouver dans un bataillon dirigé par un capitaine? Car cela ne tienne, l'essentiel qu'on puisse vaincre le terrorisme. Mais je dis, c'est des facteurs également qu'il ne faut pas négliger. Si aujourd'hui on veut mettre au carreau ces officiers supérieurs ou généraux, il faut prendre la mesure. Ça, on l'a vu dans plusieurs pays, à la retraite anticipée, et puis mettre les gens dans les retraites anticipées. Sinon, après, ça s'apparente à une humiliation de certains officiers de l'armée burkinabé comparé à une nouvelle génération ou à cette génération de jeunes-là. Et ça n'arrange pas, ça ne contribue pas forcément à la cohésion au sein des forces armées. Ça ne contribue pas également à la fédération des énergies ou une synergie d'action contre le terrorisme. Je pense que chacun a une pierre à jouer. Il faut ramener les gens à la raison, leur expliquer leur rôle, leur place dans la lutte contre le terrorisme, que de vouloir porter des jugements ou des préjugés sur certaines personnes qui aussi, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à cette lutte contre le terrorisme. Donc pour moi, j'apprécie la mesure de créer ces unités ou ces bataillons, ces régions militaires. Maintenant, il faut aussi s'assurer que les moyens sont là pour pouvoir véritablement mener le travail. Quand je vois les 2 régions aériennes, c'est bon, mais on dirait que ce n'est pas encore arrivé parce que quand on regarde la région, le cas de Ouagadougou, centre-sud, c'est quand même encore vaste pour pouvoir faire un travail aérien. La deuxième région, Baza-Bobo aussi, quand on regarde le territoire, on se dit encore que c'est encore vaste, beaucoup reste encore à faire dans le cadre de l'acquisition du matériel militaire pour répondre efficacement à la situation. D'accord. Alors, Kambiré, vous avez écouté Nagrengo. Est-ce que vous partagez son avis sur ce point? Tout à fait. Il faut dire que les premières études concernant donc le phénomène du terrorisme au Burkina Faso, notamment menées, pour ne pas citer Free Afrique, parlaient déjà de la géographie de l'armée, c'est-à-dire les positions stratégiques de nos forces armées par rapport à l'ensemble du territoire. On avait vu qu'il y avait un faible maillage et que donc les militaires n'étaient pas là où il fallait. Il y a aussi leur position par rapport aux centres urbains, etc. etc. N'étant pas spécialiste de la question, mais on a écouté que les experts ont proposé donc qu'on augmente le nombre de régions. À l'époque, on disait qu'il ne s'agit pas, c'est pas une question donc arithmétique où il faut augmenter. Encore faut-il accompagner donc ces régions des moyens nécessaires, des moyens humains, matériels, etc. Aujourd'hui, avec donc le capitaine Traoré, il a décidé de passer à la vitesse supérieure, donc en doublant le nombre donc de régions. Et il faut espérer que effectivement, ça soit suivi d'effets et qu'on voit les résultats sur le terrain. Mais là où Albert met le doigt, la question donc de la cohésion au sein de l'armée.
avec les lieutenants-colonels et d'Amiba qui sont certains sont partis. Ensuite, aujourd'hui, c'est les capitaines qui essayent de gérer donc, les affaires à un certain niveau. Et comment va s'articuler donc la gestion des jeunes par rapport aux anciens? Moi, j'ai déjà dit, je pense qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur les officiers supérieurs, les lieutenants-colonels, les colonels. Je pense qu'il faut mener une discussion sincère parce qu'ils ont encore beaucoup de choses à nous donner. Et par ces temps qui courent, il faut vraiment que l'armée soit soudée. Il faut réussir la cohésion de l'armée pour pouvoir gagner cette bataille. C'est vrai, ce n'est pas seulement la cohésion de l'armée, de toute la société. Mais une chose est sûre, on sent qu'il y a beaucoup de choses à faire au sein de l'armée. Et je pense que la question qu'il faut régler, effectivement, c'est la cohésion de l'armée, notamment l'articulation entre les jeunes et les plus expérimentés, afin qu'on puisse gagner. Le capitaine a beau être décidé, volontaire et fougueux, mais je pense qu'il n'a pas l'expérience de quelqu'un qui a vu couler beaucoup d'eau sous le pont. Donc je pense que c'est ensemble que nous allons trouver une solution et que les gens mettent, le président Traoré l'a dit, les gens mettent leur ego de côté. Il faut qu'on arrive à terrasser donc cette vermine avant de revenir donc à nos questions intestines. L'heure a sonné, que tout le monde se mette ensemble, que toutes les intelligences, y compris au niveau aussi de la société civile, qu'on puisse accompagner toutes les décisions. Comme je l'ai dit, je ne suis pas spécialiste, mais si les militaires ont décidé d'ajouter 3 régions à celles qui existaient, c'est que c'est une bonne chose. Et tout ce qu'ils vont demander, qu'on puisse les accompagner et voir ce que ça va donner, on aura le temps donc de faire le bilan et de corriger, de rectifier le tir s'il y a lieu. Alors, dans cette réorganisation, on remarque également que le COTN est désormais placé sous l'autorité du chef d'état-major général des armées. Oui, effectivement, il faut le dire. En fait, pour moi, on essaie de réorganiser véritablement notre armée. Et je pense que c'est une excellente chose. La création de ces 6 régions militaires, ainsi que les BID, à mon avis, constitue une excellente chose parce que ça permet un meilleur maillage sécuritaire du territoire. Il faut dire la vérité, en réalité, le Burkina était déjà armé sous Blaise Compaoré. Il a désarmé le pays et c'est maintenant qu'on est en train de réarmer le pays. Parce que, rappelez-vous très bien que sous la Révolution, on avait 6 régions militaires. C'est parce qu'on en avait phagocyté 3 et on avait pratiquement démantelé, si vous voulez, pratiquement 6 unités d'intervention. Et ce qui fait que, bon, finalement, on n'avait plus grand-chose. Donc, on essaie maintenant aujourd'hui de réorganiser notre armée et je pense que c'est une excellente chose. D'abord, ça permettra effectivement de déployer plus d'hommes sur le terrain. Ça permettra de réduire les délais d'intervention. Et ça permet d'apporter de renfort aux unités qui sont en difficulté. On a vu par exemple le cas des BI au Cameroun, par exemple, qui ont fait les preuves parce que c'est des brigades d'intervention rapide qui ont suffisamment de moyens et qui ont une certaine puissance de fait. Et je pense que c'est ce qui a été dit ici. Parce que si vous avez effectivement des éléments et qu'ils sont attaqués, vous n'avez pas des gens qui vont venir en renfort avec suffisamment une puissance de feu, mais l'ennemi, vous ne pourrez pas le repousser ou le vaincre. Donc je pense qu'ici, ce qui se passe, c'est vraiment... je pense que c'est maintenant qu'on essaie de bien réorganiser notre armée. C'est vrai, le quotidien, effectivement, était rattaché directement à la présidence. Aujourd'hui, c'est sous le commandement du chef d'état-major général des armées, qu'il faut le rappeler, est un officier supérieur. Donc ça m'amène à aborder la question des officiers supérieurs. C'est vrai, bon, ce que les gens disent, on peut comprendre, mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'on a des officiers supérieurs qui doivent aller à la retraite en 2023. Donc il ne faut pas oublier cet aspect. 2, mais les régions militaires qui étaient là, c'était dirigé par des officiers supérieurs. On a vu ce que ça produit comme résultat. Donc aujourd'hui, si on veut peut-être faire autrement, c'est un chemin. Et si on se veut honnête et qu'au sein de l'armée on est sincère, on devrait permettre effectivement à ces jeunes de faire leurs preuves aussi. Parce que c'est ça. Alors, cela ne veut pas dire qu'il faut mettre les autres, les officiers supérieurs de côté. Je ne crois pas. Aujourd'hui, le ministre de la Défense est un officier supérieur, c'est un colonel-major. Le chef d'état-major général des armées, c'est également un colonel-major. Donc, c'est pour dire qu'il y aura toujours des postes pour les officiers supérieurs. Mais maintenant, bon, c'est le casting qu'il faut avoir sur le terrain qui permettra d'avoir des résultats. Comme un des colonels, même d'ailleurs, l'a dit, il dit, mais
mais les Burkinabés ont toujours dit qu'il faut que les généraux ou les colonels-majors et colonels soient sur le terrain. Il dit, mais ce n'est pas forcément sur le terrain qu'ils peuvent apporter des résultats. Ils peuvent faire des analyses, ils peuvent rester à Ouagadougou, dans les grandes villes, et puis apporter des résultats. Donc je pense que c'est vrai, c'est peut-être un argument qu'on peut discuter, mais je pense que... Albert Nagrengo, on a bien compris, okay. En attendant que vous puissiez... Non, je ne rejette pas son argument, mais c'est ce que ces officiers disent qui me pose problème, parce que quand on dit que le colonel-major ou le colonel ou le lieutenant-colonel a calé sur le terrain, ce n'est pas forcément pour aller tenir l'arme. Mais le plus souvent, il est revenu qu'il y a des cas d'indiscipline sur le terrain. Vous avez des capitaines qui commandent des détachements, et après vous avez des gens qui sont plus gradés, et bon, anciens que eux, mais qui n'ont pas forcément le grade, mais sur le terrain, parfois, l'adversité ou la réalité du terrain fait que vous avez des gens qui ne veulent pas obéir ou soumettre, ou parfois le capitaine fait son rapport, ça arrive à Ouagadougou, un colonel essaie de regarder, mais même s'il ne donne pas suite, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais on s'est dit généralement qu'un colonel qui est sur le front, qui produit un rapport d'un détachement à un autre colonel qui est à Ouagadougou, ce n'est pas évident qu'il n'y ait pas de réponse. En fait, parfois, c'est ces questions-là qui font que des gens disent oui, il faut envoyer les officiers supérieurs sur le terrain pour toucher du doigt la réalité et savoir également parler à des personnes, des égaux, directement à Ouagadougou ou à l'état-major ou au ministère et être sûr que des réponses vont être trouvées rapidement. Quand ce qui s'est passé à Inata, on a vu comment le commandement était. Et des gens, après, on dit que oui, ils ont produit des rapports pour montrer les difficultés, mais il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas que Inata, il y en a eu d'autres encore détachements où des situations pareilles sont arrivées. Donc, c'est pour faire face également à certaines situations que les capitaines rencontrent parfois dans les détachements, sur le terrain aussi, qu'on dit que c'est bien d'avoir les sages, les aînés, les anciens à côté, parce qu'ils ne peuvent pas quand même tenir ces 40 griffes d'indiscipline parfois devant ces officiers supérieurs. Donc, je pense que aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, il y a eu assez de clivage dans l'armée et ce n'est pas nous qui le disons. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a si bien dit lors de sa rencontre avec, comment dirais-je, les acteurs politiques. Et il a abordé la question de la corruption, la question des bords politiques. Il a abordé également d'autres sujets très importants. Le diagnostic, il est fait. Il faut rapidement trouver le remède et puis mettre tout le monde au pas, je pense bien. C'est par exemple le cas du côté N dont on parle tout à l'heure. Officiellement, on s'est dit que le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni est encore le commandant du côté N, mais dans le fond, il ne l'est pas. Aujourd'hui, c'est un commandant qui dirige les opérations au niveau du côté N. Bon, alors qu'officiellement, c'est lui on reconnaît. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui encore, on dit, bon, il y a des réformes qui sont là, qui placent désormais le côté N sous le commandement de chef d'état-major général adjoint et du CMGA. Donc, il y a ce problème administratif déjà qui se pose. Voilà pourquoi on dit, nous ne ferons que observer des dehors, mais ce qu'on peut dire, c'est de travailler davantage à cette harmonie-là au niveau de l'armée aussi. Sinon, la cohésion sociale qu'on demande au sein de la population sera vaine si cette cohésion n'existe pas également au niveau des corps ou des forces armées nationales. Oui, très rapidement, Dabadi. Ça dit souvent, on veut d'une chose de son contraire. Quand on prend l'ossature de notre armée, normalement, dans la hiérarchie militaire, lorsque, par exemple, il y a un coup d'État, mais qui dirige? C'est le plus gradé. Est-ce qu'on est dans cette situation? La réponse, elle est non. Donc, il ne faut pas toujours se cantonner sur des questions de dire c'est un tel qui devrait être ici. Il faut tenir compte aussi de l'engagement des gens. Je l'ai dit ici, les 3 régions militaires étaient dirigées par des officiers supérieurs. Est-ce que ça nous a permis forcément d'avoir des résultats? La réponse, elle est non. Donc, c'est pour dire que, pour moi, il ne faut pas rentrer trop dans ces détails. C'est vrai, ça peut avoir... Non, on n'a pas dû de les incriminer. J'ai dit ici... Oui, je termine. J'ai dit dans tous les cas, si les officiers supérieurs veulent aller sur le terrain, je ne vois pas quelqu'un qui va les empêcher de le faire. Je ne crois pas qu'on peut les empêcher de le faire. Maintenant, tout est une question de détermination. Parce que dans l'armée aussi, c'est ça. Il s'agit d'une guerre. Il ne s'agit pas de gala, soirée gala, où on se met en costume ou en boubou brodé pour aller manger des brochettes ou des cuisses de poulet. Non, il s'agit d'aller faire la guerre. Et la guerre aussi, c'est une science. Donc, si le monsieur n'est pas bien préparé, ce n'est pas parce qu'il a tel grade qu'il faut forcément l'amener. Parce qu'il y a cette réalité aussi, il faut en tenir compte. Je pense que dans tous les cas, ceux qui l'ont fait, ils ont des raisons. Donc c'est une nouvelle organisation et il faut tenir compte de cette nouvelle organisation. Parce que aussi, il nous est revenu régulièrement que les mêmes officiers dont on parle, il y a beaucoup qui sont sur le terrain, mais qui bloquent des choses. Ça aussi, on l'a connu sur Roch Marc Christian Kaboré. Rappelez-vous très bien, au début de Roch.
C'était des officiers supérieurs qui étaient devant. Est-ce que ça nous a permis d'avancer? La réponse, on la connaît. Donc, c'est pour dire, chacun doit vraiment savoir où se positionner et doit apporter sa touche. Je ne pense pas que ce n'est pas parce qu'on n'est pas peut-être commandant de région militaire qu'on ne doit pas apporter notre pierre. Non, il peut toujours y apporter selon où on les mettra. En fait, ce que je veux dire, moi je ne vois pas la chose en tant que question d'individu, je parle de tout un système, d'une politique. Aujourd'hui, tout à l'heure, je disais, moi je suis de ceux également qui sont d'accord qu'il faut que les officiers supérieurs aillent sur le terrain et j'expliquais quelques raisons ici. Maintenant, je dis, ce n'est pas parce que d'autres ont été à un niveau de responsabilité et qu'il n'y a pas eu de succès qu'on va tout de suite jeter par exemple la pierre sur eux. Peut-être qu'il y a eu ça manquait de leadership, peut-être que ça manquait de management, peut-être qu'ils ont manqué du matériel, de la logistique. Et si aujourd'hui on fait une nouvelle réforme et qu'on pense que la dynamique est là, c'est comme on a l'habitude de dire, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui. Donc on regarde, en fonction de ce qui est là comme difficulté des bords politiques ou de corruption ou des accointances, de cette rue, on purge ces gens-là, et ceux qui sont encore valables, qui sont dignes d'être officiers de cette armée burkinabé, ils continuent de travailler, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison. Mais je dis a priori, il ne faut pas, on va dire oui, les officiers supérieurs ont fait leur époque, ils ont échoué, ils n'ont qu'à faire la place aux jeunes. Moi, dans tous les cas, il faut même des réformes courageuses. C'est maintenant qu'il faut aller au front, combattre et puis espérer évoluer en grade. Et ça, il faut le faire, même s'il faut le faire comme au Tchad où on le voit, des jeunes qui passent rapidement généraux parce qu'ils sont allés sur le terrain, ils ont montré, ils ont fait preuve. Le lieutenant-colonel Zungrana, au nord ici, personne de nous n'était là-bas, mais les échos nous parvenaient. Donc, si aujourd'hui ces jeunes peuvent profiter, aller sur le terrain, combattre, vaincre l'ennemi dans les régions où ils sont, il faut le faire et puis monter en grade. Et je pense qu'il faut des réformes dans ce sens d'ailleurs. Dans ce sens, on vous a bien compris. Et Kambiré, juste un mot pour parce qu'effectivement, il faut faire la part des choses, il faut savoir trier l'ivraie de la bonne herbe. Tous les officiers supérieurs ne se sont pas embourgeoisés, tous les officiers supérieurs ne font pas que faire des affaires. Il y a des gens qui sont restés de vrais soldats, donc de vrais combattants. On parle de ces gens-là. Ces gens-là, il ne faut pas les mettre de côté. Il ne faut pas parler comme si tous les officiers supérieurs, c'est des gens qui ne valent plus rien, il faut les remplacer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut voir ceux qui ont déjà montré leurs limites, il faut les mettre de côté. S'il y a lieu, il faut les sanctionner. Il y a quand même la discipline. S'il y a lieu, on peut les forcer à prendre la retraite anticipée. Mais voilà, il y a des officiers valeureux et qui peuvent apporter leur contribution. Et je pense que le fait qu'on demande à ce qu'ils soient déployés sur le terrain pour toucher la réalité du doigt, je pense que c'est souvent une demande de la population qui avait constaté que ceux qui mouraient, c'était des jeunes. Donc pour eux, les officiers restent à Ouagadougou et ils poussent les jeunes. Je pense que c'est une mauvaise compréhension. Mais je suis d'accord que quelqu'un qui reste à Ouagadougou et qui fait un plan de guerre, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est donc au front. Je pense qu'ils peuvent jouer le rôle de conseiller auprès donc des officiers subalternes qui sont au contact avec les hommes et avec l'ennemi. Mais je pense qu'il faut savoir trouver donc de la place pour chaque officier, the right man at the right place. Merci en tout cas pour ces commentaires et puis ces interventions qui permettent en tout cas d'éclairer l'opinion sur cette question. Et pour certains, un Burkinabé, l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme passe par le départ de la France. Des manifestations ont été organisées vendredi à Ouagadougou pour demander ce départ de la force spéciale française basée à Cambouensin. Ces manifestations qui ont été dispersées par les forces de l'ordre. Alors, que doit faire l'État burkinabé face à ces mouvements qui se multiplient? Nakrengo. Moi, je suis étonné de votre question, parce que vous étiez à l'Assemblée législative de transition hier. Il faut même dire que les autorités burkinabées encouragent à demi-mot le départ de ces forces, disons, parce que quand j'ai lu la déclaration de politique générale du Premier ministre, quand il dit que certains partenaires ont été à tort ou n'ont pas été loyaux, et qu'on ne peut pas comprendre avec les moyens qu'ils disposent que des groupes armés terroristes puissent continuer depuis 2015 sur le territoire burkinabé, par exemple, à mener des offensives ou des actions. Mais c'est déjà dit à demi-mot qu'il y a des gens comme, certainement, ça peut être moi mon interprétation, comme la France, qu'il faut revoir la position où il faut demander des comptes. Mais je dis, ça encourage d'ailleurs aussi
ceux qui sont dans les rues pour manifester, parce que c'est ce qu'ils demandent d'ailleurs. Maintenant, dans un pays comme le Mali, ça a commencé comme ça également. C'est des discours des acteurs politiques, c'est des discours de la société civile, des leaders d'opinion, et qui après s'est retrouvé dans la rue, et puis dans la rue, ainsi de suite. Maintenant, la transition a pris des mesures, si on peut dire courageuses, de commencer par appeler des ambassadeurs, demander le départ de l'armée française, Barkhane sur son territoire. Et au Burkina, on est en train d'assister à ça progressivement. Aussi à demander à la France de revoir, de venir rediscuter des accords qui avaient été Voilà. signés. Je crois qu'au Burkina, ici aussi, le Premier ministre l'a dit. Il dit que certains partenaires ont déjà été appelés pour faire des mises au point. Et il l'a dit dans son discours. Donc, je crois que progressivement, à un moment donné, ce pouvoir-là va devoir faire preuve de courage, contrairement au pouvoir de Damiba, et de trancher clairement. Est-ce qu'on est avec désormais la France? Si oui, dans quel cas? Ou bien on est avec la Russie? Parce que dans tous les cas, on sent le rapprochement des deux côtés. Le premier voyage d'Ibrahim Traoré à Bamako, le voyage également de Sadio Kamara, le ministre malien de la Défense à Ouagadougou. Quand le Premier ministre nous dit également hier dans son discours que des pays voisins ont contribué à aider à trouver du matériel, l'attaque de 14e RIA à Djibo, selon les informations qui nous revenaient, il y a eu une intervention de l'armée malienne qui a porté secours également au 14e RIA, même si officiellement, on ne le dit pas, mais on a quand même ces informations là aussi de certaines sources officieuses. Donc de plus en plus, on s'est dit que si on part avec le partenaire malien, il n'y a pas de raison également qu'on ne parte pas aussi avec en griffe son protecteur ou bien on va dire son tuteur. Donc je pense que la question du partenariat, on a beau crier que personne ne viendra faire la guerre à notre place, c'est nous-mêmes qui devons faire la guerre, mais on sait également qu'on ne gagne pas aussi une guerre seule. Une guerre, toujours, on est soutenu par la population, on est soutenu aussi par des bons partenaires, des bons voisins également qui nous aident à gagner la bataille. Donc, sachons raison garder pour ne pas aussi tenir des discours qui pourraient nous rattraper. Je pense que pour le moment, c'est très tôt de tenir certains discours. Il faut être prudent quand même dans le discours parce qu'on est encore à un début de transition et il faut d'abord attendre un bout de temps pour voir si l'horizon est vraiment dégagé, si l'horizon est vraiment clair. D'accord, on va reparler donc quand il s'agira de discuter donc de la politique générale qui a été présentée aux députés. Alors, est-ce que vous partagez donc Dabadi ce que Nagrengo vient de dire sur ces manifestations qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un communiqué du gouvernement qui appelle les manifestants au calme? Tout à fait, effectivement. Le gouvernement appelle les manifestants au calme. Bon, oui, c'est vrai que je pense que tout dépend de ce que nous voulons. Parce que lorsque les Maliens s'étaient inscrits dans cette logique d'aller avec un autre partenaire, c'est vrai qu'on avait critiqué leur choix. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? C'est une nation qui décide d'aller dans telle ou telle direction. Donc si aujourd'hui l'État veut prendre une autre direction que celle qu'on avait, ben, ce sont des gens qui sont devant les choses. Donc, ils décident souverainement, parce que c'est ça aussi en réalité. Parce que, comme les Ivoiriens le disent... Pour le moment, oui, ce sont des manifestants oui, qui sont dans j'allais en venir justement. Donc à l'État ou en tout cas directement à la France. Ça, il faut dire déjà que par rapport à cette manif, je dirais que c'est la suite logique en réalité des actions déjà entreprises par certaines organisations de la société civile qui réclamaient déjà à corps et à cri le départ de l'ambassadeur et la base française qui est logée à Cambon-Issin. Et parce qu'aujourd'hui, la véritable question c'est quoi? Il faut dire que la recrudescence du terrorisme au Sahel contribue à renforcer ces sentiments anti-français. Les citoyens du Sahel se demandent comment les terroristes parviennent-ils à massacrer des citoyens sans que le partenaire qui ont plus de moyens logistiques, c'est-à-dire qui ont des avions, qui ont des satellites, qui ont des drones, etc., ne puissent pas les détecter et les anéantir, ou même aider le pays à les anéantir. Ça, c'est la première question. La seconde question que les citoyens du Sahel se posent également, c'est celle de savoir est-ce que le partenaire ne joue pas un double jeu? Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? On se demande qui fournit les armes et les munitions à ces terroristes. Parce qu'ils sont suffisamment armés.
quand on sait très bien que ces armes ne sont pas fabriquées au Sahel, encore ou en Afrique. Donc ça vient forcément d'ailleurs. Donc si vous avez des partenaires qui ont les moyens et que vous n'avez pas de résultats, bon, naturellement, à un moment donné, il faut se poser des questions. Donc je pense que le Burkina est dans ces questionnements. Ceux qui manifestent sont dans ces questionnements. Mais je dirais oui, il faut faire attention parce qu'il ne s'agit pas non plus aussi pour ceux qui brandissent les drapeaux, qui disent France dégage, oui à la Russie. Pour moi, il ne s'agit pas de quitter un impérialiste pour aller dans les bras d'un autre. Parce qu'un impérialiste reste un impérialiste. Et je pense qu'ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut éviter que ces manifestants ne servent de combustible à alimenter pour alimenter une guerre entre la Russie et la France. Parce que la véritable question, en réalité, il s'agit d'une guerre des intérêts. Et ces intérêts, c'est quoi? C'est au bénéfice des Occidentaux. Parce qu'il s'agit pour chaque impérialiste de mettre la main sur nos richesses. Donc, de plus en plus, les citoyens comprennent cela, mais je ne suis pas convaincu que ceux qui sont régulièrement dans nos rues, qui manifestent, qui disent France dégage, sont conscients de cette réalité. C'est là où il faut faire attention. Par contre, je trouve qu'en matière de partenariat, il faut faire en sorte, effectivement, qu'on ait une diversité de partenaires et qu'en la matière, on ait le choix de décider de ce que nous voulons. En vérité, c'est ça. Comme les Ivoiriens le disent, mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une vérité. Si vous dites que vous avez un partenaire qui a les moyens et qui doit pouvoir vous aider et que vous n'avez pas de résultats, ça pose un problème. Mais l'autre aspect qu'il faut souligner, qui est important, justement, c'est que dans notre cadre aussi, la France n'a pas le coup de France pour intervenir sur le territoire burkinabé. Ça, il faut le dire, il faut dire cette vérité. La France ne peut intervenir que sur demande de nos autorités. Donc si on ne fait pas la demande, elle ne peut pas. C'est pas parce qu'elle a vu des terroristes qu'elle doit commencer à les bombarder. Donc il y a cette réalité aussi qu'il faut expliquer. Voilà pourquoi j'ai dit il appartient effectivement aux nouveaux dirigeants de décider clairement oui ou non nous voulons tel ou tel type de partenariat avec la France et on prend souverainement la décision. Et je pense que c'est pour cela qu'on appelle effectivement ceux qui manifestent à savoir raison garder, parce qu'il n'est pas question peut-être, ou en tout cas pour l'instant, on ne dit pas à la France de partir, mais on dit on va revoir notre façon de collaborer. Ça, c'est autre chose. D'accord, oui, Kambiri. Oui, contrairement aux attaques contre les centres français, où il y avait quand même de l'incendie, je pense que la manifestation de la dernière fois était dans des proportions acceptables. J'ai vu qu'ils ont commencé à jeter des pierres à l'intérieur donc de l'ambassade. Mais tant que ces manifestations restent non violentes, je pense que les experts le diront, même les politiciens, que ça participe de la vivacité, de la dynamique, un peu de la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Le peuple exprime donc son point de vue de cette manière dans les régimes démocratiques, et c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, comment est-ce qu'on comprend cela? Je pense que c'est un processus irréversible pour qu'on puisse réviser les relations de la France-Afrique. Nos relations avec notre ancien colon méritent d'être révisées. Je pense que même le président Emmanuel Macron le sait très bien. Quand il est venu ici, il allait discuter avec les jeunes à l'université de Ouagadougou. Et ensuite, il a organisé son sommet France-Afrique en invitant que des jeunes. Et parce que souvent, nous fonctionnons sous la base d'accords signés juste après les indépendances. Et donc, aujourd'hui, il faut revoir ces accords-là. Et hier, le Premier ministre a dit que souvent, en fait, ce n'est pas à la lettre, mais c'est dans la pratique. C'est dans la mise en œuvre de ces accords que souvent, on sent les relations de domination sur un dominé. Donc, je pense que toutes ces manifestations prouvent encore la nécessité, voire l'urgence, qu'il faut traduire en des propositions concrètes et adressées donc aux partenaires français. Moi, je ne pense pas que la France va quitter, mais j'ai lu aujourd'hui dans certains médias français que oui, le départ de l'opération des forces spéciales françaises Sabre, qui est basée à Cambouessin, est envisagé déjà. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que souvent, ce sentiment-là, aussi suscité par l'attitude un peu transparente de la France. Moi, je citerai l'exemple de comment est-ce que les soldats français sont arrivés, avec quelle autorisation, pour exfiltrer Blaise Compaoré vers la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous suivez l'opération Serval, l'opération Licorne, l'opération Sangaris en Afrique, en Centrafrique, l'opération Barkhane? Ça a été fortement médiatisé. Mais quant à l'opération Sabre, on dirait que c'est Nuitama qui sont venus installer.
Nous qui sommes des hommes de médias, on a su ça de façon comme des rumeurs, jusqu'à savoir que l'opération s'appelle Sabre. Donc je pense que tout cela ne participe pas à créer un peu la confiance que les Sahéliens, confrontés donc aux défis sécuritaires, peuvent avoir vis-à-vis de nos partenaires. Et une chose aussi est sûre, c'est que la France ne nous apporte pas le soutien dont il dispose. On voit le cas, ce qui se passe en Ukraine. Il a bien parlé des drones, de tous ces matériels de renseignement, toutes ces expériences en matière de renseignement, de lutte contre le terrorisme. Je pense que c'est à peine 1/100 le soutien que la France nous amène par rapport à ce qu'elle est capable de faire. Et ça, on n'arrive pas à comprendre. Les Sahéliens n'arrivent pas à comprendre qu'on soit en train de tomber et qu'on est en partenariat depuis longtemps et que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on dit, ou bien vous nous apportez un soutien franc qui permet d'inverser la tendance, ou vous partez. Mais je dis que ça, c'est les manifestations de rue. Je pense que nos hommes politiques doivent faire des propositions concrètes. Qu'est-ce qu'on attend de la France? Un soutien matériel et conséquent. Que la France nous soutienne jusqu'à ce qu'on sorte donc de ce bourbier terroriste. Et en ce moment, je pense qu'on pourra reconsidérer. Sinon, je ne pense pas que, comme j'ai dit, le processus est irréversible. Alors, donc nous sommes pris par le temps. C'est un sujet intéressant. On aurait pu donc en discuter davantage, mais nous sommes aussi donc soucieux donc de respecter l'heure donc qui nous est consacrée pour cette émission. Vous l'avez abordé tout à l'heure. Les questions de partenariat et de lutte contre le terrorisme ont été donc au centre, si on peut le dire ainsi, de la déclaration de politique générale du Premier ministre, Maître Apollinaire Joachim de Tambela. Alors, vous l'avez suivi, puisque vous m'avez vu hier, vous le disiez tantôt. Alors, comment vous jugez dans le fond et dans la forme donc cet exercice constitutionnel auquel le chef du gouvernement s'est prêté? Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est que le gouvernement a continué de s'inscrire dans les mêmes folklore que les régimes passés et même les transitions passées, parce que ce discours, cette déclaration, c'est vrai qu'elle est prévue par la Constitution depuis le temps de Blaise Compaoré, Roch Kaboré également, en passant ici par, on va dire, Paul-Henri Damiba. Et cette fois-ci, on répète encore comme si aussi elle était obligatoire. Pourtant, dans le fond, on ne sait pas comment un Premier ministre conçoit une politique générale du gouvernement. Dans tous les cas... Elle est obligatoire, on dit qu'elle est constitutionnelle. C'est pour ça que je dis, nous sommes dans une situation où on n'est pas forcément constitutionnel. Ce n'est pas par la Constitution qu'ils sont arrivés au pouvoir. On sait comment c'est arrivé. Donc, on peut également faire fi de certains exercices aussi pour pouvoir aller de l'avant ou gagner du temps. Maintenant, la déclaration, je l'ai trouvé une déclaration teintée du sankarisme, comme d'habitude, avec le Premier ministre, qu'on le connaît d'ailleurs. Un discours qui parle beaucoup plus au monde rural, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que c'est le monde qui est beaucoup touché par le terrorisme aujourd'hui. Un point d'honneur sur l'agriculture, sur le développement de l'élevage, sur également les infrastructures, notamment les voies. Et je trouve également salutaire, parce que déjà dans la première interview du président Ibrahim Traoré, sur une des radios, il avait dit qu'il faut que l'armée contribue au développement de l'agriculture, parce que l'armée doit contribuer au développement. Et à son premier conseil de ministre, on a vu 10 milliards également annoncé pour appuyer les cultures de contre-saison. Je pense que la dynamique se poursuit ici, si vraiment ils arrivent à réaliser ce projet d'agriculture, élevage et puis des infrastructures pour les paysans qui veulent transporter certains produits. Bref. Alors, dans la forme, c'est un discours c'est une déclaration qui n'est pas très longue, qui est digeste, mais qui souffre également de beaucoup de points. J'ai vu tout de suite sur les réseaux sociaux des gens qui ont salué le discours, mais j'ai dit, quand je prends par exemple la question de la santé, quand le Premier ministre, il résume la question de santé aux évacuations sanitaires. Nous allons travailler à réduire les évacuations sanitaires et ensuite voir comment on peut même les supprimer parce que pour mettre tout le monde au même pied d'égalité des soins et on croit qu'en ce moment on aura un système de santé solide. C'est fini. Quand on prend le sport également, il dit que le contexte est favorable parce qu'on a des VDP qui s'enrôlent. Donc, sur le terrain, ça va permettre leur plein épanouissement et on va développer le sport dans les villages, les quartiers et puis également au niveau de comment dirais-je, dans nos villes. C'est fini. La culture, c'est pareil. Il y en a beaucoup d'autres exemples. Mais je me dis qu'en principe... Sur la culture, il a demandé à ce qu'on
on promeut davantage donc il a même renvoyé d'abord à l'immigration. Il a même renvoyé à l'immigration en parlant de ceux qui veulent aller à l'extérieur. C'est parce que souvent ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne comprennent pas. Et que même si le pouvoir n'arrive pas à le faire, il faut travailler à un moment donné qu'on connaisse l'origine de nos noms de famille et qu'on connaisse également le nom de nos villages, tout, ce qui n'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est forcément à ce niveau de culture-là qu'il faut se limiter? Moi, je pense que ça pose problème. Quand on a un match amical comme Côte d'Ivoire-Burkina et qu'une victoire réjouit tout un pays, alors que ce match se joue à l'extérieur, vrai que c'est quand bien même que c'est la Côte d'Ivoire qui a demandé ce match, et nous souffrons, on n'a pas de stade pour jouer des matchs à l'interne, alors qu'on sait que c'est un grand facteur aujourd'hui, surtout dans ce contexte-là, de pouvoir donner encore de la joie à ces populations. Il y a un problème. Quand on a des jeunes qui aspirent à devenir comme des Hugues Fabrice Zango et qu'on n'a pas des pistes, des infrastructures, ça pose encore un problème. Je pense que dans ce contexte actuel, le sport et la culture sont des éléments très importants qui puissent donner de la joie aux Burkinabés. Et s'il faut mettre les moyens pour donner ces infrastructures-là, il faut le faire. Cette crise également, elle peut aussi être une opportunité. Mais pourquoi on ne profite pas de cette crise-là pour dire à des partenaires qu'au regard de la crise, nous avons besoin aujourd'hui que vous nous accompagniez dans le domaine culturel, dans le domaine du sport, parce que ça peut permettre à ces jeunes-là de pouvoir avoir de l'espoir encore. Et c'est vraiment dommage. Et quand j'ai vu ce volet-là, mais là où il y a la satisfaction, je dis, c'est vraiment le monde rural et on espère bien qu'ils vont mettre en application ce qui a été dit ou les intentions qu'ils ont. La corruption, on a juste annoncé une question de digitalisation. C'est ça. Les autres mesures, on le sait déjà, c'est des mesures qui existaient. La question de la refondation, on a vu, c'est juste annoncé, il faut une gouvernance adaptée, il faut également résoudre la question foncière, il faut également résoudre... Donc pour moi, on pouvait s'attendre à de rêves dans cette affaire, même si nous sommes dans une situation de transition. Comment on transforme cette situation de crise-là en opportunité? Inventer l'avenir. C'est ça que j'ai dit. C'est vrai teinté de sankarisme, oser inventer l'avenir, mais je ne vois pas vraiment l'invention à part ce que je dis, l'agriculture et l'élevage. Et quelqu'un me dira oui, mais quand le Premier ministre termine avec des ambitions de créer des États, je ne sais pas moi, fédérer des États, et qu'on va prendre l'initiative même si on ne réussit pas, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses, problèmes à l'interne qu'il faut résoudre avant d'aller à cette création des États-là. D'accord, Dabadi. Oui, bon, dans la forme, on peut noter quand même des points assez intéressants parce que la déclaration de politique générale est assez brève et donc elle est assez précise également. C'est à ce niveau que je le rejoins. En fait, quand il dit qu'il y a des points qu'on aurait pu... Non, je pense que c'est pour tenir compte de la concision. Sinon, je ne suis pas convaincu que les aspects qui ont été évoqués, c'est sûrement sur ces actions, ces éléments-là qu'on mettra l'accent. C'est juste. Mais, par contre, je note qu'il y a, par exemple, des secteurs importants qui n'ont pas été évoqués dans le document. Mais pour moi, cela n'entame... Bon, si je prends, par exemple, le domaine de la communication, je ne vois pas une partie où, par exemple, c'est noté. Or, nous sommes en temps de guerre et on sait très bien le rôle que peut jouer ce département-là, c'est-à-dire la communication. Mais qu'à cela ne tienne, comme je l'ai dit, je pense qu'on a voulu rompre avec les vieilles pratiques qui consistaient à prendre un document de 60 pages avec des détails, avec des éléments dont on sait pertinemment que ces éléments ne seront jamais réalisés. Parce que la vérité aussi, c'est ça. Et puis ici, il faut reconnaître une chose quand même. Ils n'ont pas, c'est pas un mandat, hein. Ils n'ont que quelques mois. Actuellement, c'est moins de 20 mois. Donc, on ne peut pas se permettre c'est-à-dire de faire un truc. Eux, on sait pertinemment qu'on ne peut pas réaliser. Là aussi, c'est démagogique. Bon, dans le fond, moi, je pense qu'il y a quand même des points importants qui ont été annoncés. Quand on prend la question sécuritaire, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la priorité numéro 1 des Burkinabés, c'est la sécurité. Il a parlé, par exemple, de la refondation de notre société. Alors, cela me semble absolument une nécessité. Parce que, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que durant les 30 dernières années, les Burkinabés n'ont eu comme référent que le dieu argent, reléguant ainsi au second plan les vraies valeurs qui doivent construire le socle de notre société. La conséquence, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, à ce niveau, je pense effectivement qu'il faut faire un travail impeccable. C'est vrai, ça ne sera pas une chose aisée, comme on l'a dit. Il est plus facile d'éduquer un enfant que de vouloir changer les habitudes des vieilles personnes. Mais, tant qu'on ne va pas inverser la tendance, il faut être sûr
on ne pourra pas avoir un pays de paix. Alors, et comme on l'a dit, pris par le temps, oui. Donc il vous reste peut-être une minute pour terminer votre analyse sur la question. Ok. Et donc, tant qu'on ne va pas inverser la tendance, c'est clair, on n'aura pas une société de paix. Donc, c'est un travail qu'il faut mener. C'est vrai, ça demande beaucoup de moyens, d'énergie, mais comme on l'a dit, généralement, la santé n'a pas de prix. Et moi, je voudrais dire qu'en la matière ici, écoutez, la sécurité aussi n'a pas de prix. Parce que tant qu'on ne va pas effectivement rééduquer notre société, on aura toujours des difficultés. Donc, je pense qu'ici, il y a d'autres aspects qu'il a évoqués, par exemple le domaine foncier. Il faut dire que c'est une véritable préoccupation aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que certains même considèrent que c'est une bombe en retardement. Donc, oui, beaucoup l'ont dit dans les questions des députés, plafonner donc le prix des parcelles, des terrains. Est-ce que c'est possible dans la réalité? Mais bien sûr, on envisage de le faire. Ça peut se faire. Ça peut se faire. C'est vrai que c'est difficile. Mais comme on a dit, en fait, on dit c'est parce que les Américains nous disent que ne disons jamais qu'une chose est impossible parce que vous risquez d'être réveillé par le bruit que ferait quelqu'un en l'exécutant. Il faut toujours vous dire que telle chose est possible et que tout est possible, c'est certain. La seule chose peut-être qui n'est pas possible pour nous les humains, c'est de réveiller un mort. Et même là, bon, la science occulte vous dit qu'au village, on peut le faire. Donc, mais nous, nous n'allons pas rentrer dans ce domaine. Mais je dis que pour ce qui nous concerne ici, les points qui ont été abordés, ce sont vraiment les priorités absolues de l'ère. Et donc, tant qu'on ne va pas apporter des réponses idoines à ces priorités, il sera difficile. La question des partenaires, par exemple, qui a été abordée. Tout le monde se pose cette question aujourd'hui. Je suis désolé, alors nous avons un autre sujet. En fait, c'était juste ajouter quelque chose. C'est une bonne initiative, mais déjà en 2000, oui, mais il dit que ça pourrait réduire le coût des loyers. On n'a pas besoin de réduire le coût des loyers aujourd'hui. En 2015, quand je crois que c'était le ministre Bagoro qui était ministre de l'Habitat, je crois qu'il y a eu une loi qui a été adoptée au niveau du Conseil national de transition pour fixer les prix des loyers. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de cette loi-là jusqu'aujourd'hui? Donc je pense que on n'a pas besoin de faire une étude sur le foncier pour espérer et jouer sur le coût des loyers aujourd'hui. On peut déjà appliquer cette loi. D'accord, oui. Oui, contrairement à Albert, je vois que je suis un peu beaucoup plus satisfait que lui. Moi, j'ai senti dans la forme un discours authentique, un discours sincère, un discours que lui-même, il a écrit. C'est-à-dire, il a dû s'émanciper donc de l'administration, souvent qui prend un peu de ceci, un peu de cela dans les discours passés pour réchauffer et tenir compte du contexte pour servir donc aux parlementaires. J'ai senti que c'est lui-même qui l'a écrit et il nous a ramenés dans l'Antiquité, dans la Mésopotamie, chez les Phéniciens, chez les Romains, chez les Portugais, etc. Donc on sent que ça correspond à ce qu'il sait du monde, à ce qu'il voit du monde et à ce qu'il sait aussi du Burkina Faso, notamment à travers les problèmes de cohésion qu'il a mis sur la table. On ne peut pas réussir la cohésion sans le développement. Donc les deux sont liés, c'est-à-dire le plus petit problème qui se pose et nous voilà donc incapables. Pour moi, ce qu'il dit, une fois de plus, c'est-à-dire que qui tient sa tête tient sa bête. Il ne s'agit pas de sortir toute la bête pour qu'on voit que vous tenez, mais si vous tenez... Lorsqu'il dit qu'on va travailler à réduire les évacuations sanitaires vers l'extérieur notamment, il veut dire qu'on va mettre en place un système de santé performant. Et il ne peut pas développer cela, peut-être même 3 pages, 4 pages, ça ne va pas suffire. Et il faut dire que ces discours qu'il aurait pu sortir, ça aussi on est au courant. On connaît les problèmes donc de notre système sanitaire. Mais si demain, ni le Premier ministre, il est encore jeune, ceux qui ont 80 ans, n'ont pas besoin de quitter le pays pour se soigner, c'est que sur place, ils arrivent à trouver satisfaction. Et pour y arriver, c'est-à-dire il y a un travail qui va se faire. Je voudrais dire aussi, comme il a dit, ils n'ont pas tout le temps de pouvoir réaliser tout ça. Donc il faut parler de ce que vous pouvez mettre en place en 20 mois. C'est moins de 20 mois. Et donc pour moi, tout a été bien ramassé, mais j'ai noté aussi effectivement qu'il n'a pas parlé de la question de la communication. Ce n'est pas parce que je suis de la communication, mais je dis par ces temps de fake news qui mettent à mal même le vivre ensemble, qui fait sursauter même les plus difficiles, les plus très attentifs à l'actualité. Je pense que je ne sais pas ce qu'il a dit. Il n'a même pas une ligne. J'ai regardé, j'ai re-regardé, je ne sais pas, il faut trouver ça
peut-être que dans la mise en œuvre, il va en tenir compte. Même sur la question du Conseil supérieur de la communication, oui, voilà, la réponse n'a pas été très satisfaisante. Je comprends, le deadline, les 20 mois ou moins de 20 mois, mais il faut aussi qu'on s'inscrive dans une dynamique de commencer des projets ou des réformes et que les autres viendront continuer aussi. Non, je suis d'accord. On peut avoir des textes, des réformes majeures, mais ce qu'il que a des dit, gens vont venir continuer. On peut avoir des projets majeurs que des autres vont venir continuer, en fait. Non, c'est juste... Donc, on est d'accord, mais pour moi, ce qu'il a dit est très suffisant. Si on arrive à mettre en place. Moi, la crainte là, est-ce que, et je pense que le sujet aussi a été posé, il a répondu avec des blagues, c'est-à-dire comment est-ce que ne pas revenir en arrière? Parce qu'il y a des choses qu'on doit considérer comme sacrées et que même un autre gouvernement qui viendrait puisse poursuivre plutôt que de balayer d'un revers de la main pour recommencer. La question de la lutte contre la corruption, combien de fois on en a parlé? Mais ça ne fait que s'aggraver. Il va falloir qu'à un certain moment, on puisse arrêter donc l'hémorragie pour pouvoir inverser la tendance. La question, là où je partage moins, je termine, là où je partage moins son point de vue, c'est le fait qu'on soit focalisé sur les zones à fort défi et sécuritaire. Moi, je pense qu'il faut un front entre les zones que nous maîtrisons et les zones que nous ne maîtrisons pas. Il ne s'agit pas d'aller investir dans une zone que vous ne contrôlez pas au risque de voir les autres zones-là se retrouver. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a attiré l'attention. Moi, je pense va être le mot de fin. Je suis désolé, on ne pourra pas parler de la Coupe du Monde qui commence, bien entendu, dans quelques heures. On aura l'occasion donc de discuter de cette question tout au long donc, de prochaines semaines, donc avec le début des différentes compétitions. Merci à vous donc pour vos différentes contributions à cette émission. Merci donc aux téléspectateurs qui ont suivi de bout en bout donc, cette émission. On se retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut, tout à l'heure, de 13h, dans une présentation de Christine Koulibaly.